Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur CCTV français. Nous ouvrons ce journal avec la conférence sur le changement climatique à Paris. Le président chinois a rencontré son homologue français au palais de l'Élysée. Xi Jinping participera à la 21e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, aussi connue sous le nom de COP21. Le président Hollande a accueilli le président Xi pour des discussions bilatérales. M. Xi a noté que la Chine et la France s'étaient accordées sur de nombreux points lors de la visite de François Hollande au début du mois de novembre en Chine, notamment sur la déclaration conjointe sur le changement climatique. Il a dit que les deux pays allaient continuer à maintenir des pourparlers politiques de haut niveau et à essayer de travailler de concert sur de grands projets et accords. Le président chinois a encouragé la coopération entre gouvernements locaux ainsi qu'une série d'activités d'échange dans les domaines du commerce, de l'économie, de la culture, des technologies, de l'éducation et du tourisme. Xi Jinping a salué le gouvernement français pour sa préparation de la COP 21. Il a dit que la Chine était résolue à soutenir la France dans la tenue de cette conférence et dans l'obtention d'un accord international. M. Hollande a dit qu'il pensait que la déclaration conjointe Chine-France sur le changement climatique avait posé les bases durables d'un succès de la rencontre de Paris. Xi Jinping est arrivé à Paris dimanche après-midi. Il fera un discours devant les dirigeants après la cérémonie d'ouverture pour présenter les propositions chinoises concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sera la première fois qu'un président chinois participera à une telle conférence. Lors de la dernière visite du président français en Chine, durant laquelle il avait rencontré son homologue chinois, la Chine et la France avaient élaboré une déclaration conjointe confortant la concertation permanente et la contribution essentielle de la Chine dans les efforts de négociation. Celle-ci a abouti à un accord sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine de l'environnement, nous avons une concertation permanente qui a permis d'aboutir, pendant la visite du président François Hollande, à une déclaration conjointe qui est une contribution que la Chine et la France ensemble apportent à la négociation qui a lieu entre le 30 novembre et le 12 décembre. Il y a 196 pays, c'est une conférence des Nations Unies pour le climat. Nous voulons un progrès, nous voulons un succès, c'est-à-dire d'abord que chacun annonce des mesures qui permettront de ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation de la température. Nous voulons, et c'est la proposition chinoise et française, que à intervalles réguliers, nous nous retrouvions tous ensemble pour dire où en es-tu? Quel est ton projet? Est-ce qu'on a avancé? Nous ne voulons rien imposer parce que chaque pays est souverain, chaque pays est libre de ses décisions, mais nous voulons encourager chacun à faire des efforts. Et pour cela, il faut mobiliser un certain nombre de moyens, il faut transférer des technologies. La France et la Chine ont fait des propositions qui doivent permettre un succès à cette conférence, car elle concerne l'ensemble du monde. La Chine, dans cette affaire, dans cette négociation, joue un rôle de pivot par son importance, par son poids dans le monde, et nous nous réjouissons de la façon dont la Chine prend ses responsabilités et nous essayons de les prendre, nous, avec elle. Alors ces coopérations, elles existent déjà et il faut les amplifier. C'est tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne le traitement des eaux sales, tout ce qui concerne les déchets industriels, tout ce qui concerne la ville durable, par exemple l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est aussi dans un autre domaine, l'agriculture. Il faut pouvoir nourrir les gens sans polluer, sans pesticides. La Chine est un grand pays agricole, la France est aussi un grand pays agricole. Nous pouvons trouver des coopérations, des partenariats. Les domaines ne manquent pas entre nous et ce sont des domaines qui aboutiront à renouveler notre modèle économique, à respecter l'environnement, à créer de la croissance et donc des emplois. Et c'est là une chance que cette conférence et les coopérations qu'on peut en tirer. La Chine est le plus grand émetteur de pollution au carbone dans le monde. Néanmoins, Beijing a travaillé pour améliorer la gestion environnementale et réduire les émissions au cours des dernières années. La Chine s'est engagée à poursuivre un modèle de développement vert au cours des 5 prochaines années, accroissant la part des carburants non fossiles au sein du portefeuille énergétique du pays. Le plan est de se reposer sur le vent, le soleil, la biomasse, l'eau ainsi que l'énergie géothermique. Beijing a en outre indiqué qu'il trouverait des moyens plus propres de brûler les énergies fossiles telles que le charbon. La Chine est déjà le chef de file en matière d'investissement dans les énergies propres. Selon un rapport du gouvernement récemment publié, la part des carburants non fossiles dans la consommation primaire d'énergie a atteint 11,2% en 2014.
Il s'agit d'une hausse de 1,4% par rapport à 2013. La Chine dispose de la plus grande capacité photovoltaïque solaire et des plus importants marchés éoliens au monde. Le nombre de stations d'énergie hydraulique en Chine représente un quart du parc mondial. Le développement rapide de l'énergie propre a contribué au déclin des émissions de carbone en Chine par unité de PIB. De 2005 à 2014, la consommation énergétique de Chine par unité de PIB a baissé de 29,9% et les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB ont chuté de 33,8%. Durant cette période, les données des pays développés n'ont baissé que d'environ 15% et les niveaux moyens mondiaux n'ont pas tant changé que cela. Donc il faut le dire que la Chine a connu de grandes avancées dans la réduction des émissions de carbone, en particulier dans la réduction de ses émissions par unité de PIB. Le développement économique de la Chine vient d'entrer dans une nouvelle phase, baptisée « Nouvelle Normalité ». Son objectif est de passer d'une économie fortement consommatrice d'énergie et basée sur les exportations à une économie fondée sur la consommation intérieure et l'innovation. Reportage dans une entreprise privée qui cherche à participer à la transformation verte du PIB de la nation. Elion Resources s'est engagé à prévenir la dégradation des sols et à transformer les déserts en cités. Situé en Mongolie intérieure, le désert de Kubushi est aujourd'hui une zone écologique grâce aux efforts de ce groupe. Elion Resources a d'ailleurs signé avec les Nations Unies une convention visant à combattre la désertification. Ils travaillent ensemble pour s'opposer à la dégradation des sols et au changement climatique. C'est en mars 2015 que le premier fonds de placement privé pour la route verte de la soie a été lancé. Ce fonds sera utilisé dans la construction de panneaux solaires écologiques pour produire une énergie propre aussi bien en Chine que dans d'autres pays. Notre entreprise se concentrera sur les énergies vertes, le secteur écologique, la renaissance écologique qui comprend la restauration des sols. Je pense que notre stratégie de développement du secteur vert ne sera possible qu'avec l'aide d'outils financiers. Aujourd'hui, le gouvernement chinois s'attend à une croissance plus lente, plus propre, mais aussi plus stable. Le prochain plan quinquennal chinois s'oriente sur une voie plus respectueuse de l'environnement pour ce pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Parmi les mesures prises, on peut citer l'utilisation d'énergie à faible empreinte carbone et l'encouragement des entreprises à moderniser leurs techniques. Le Climate Group est une organisation à but non lucratif. Ses activités sont internationales et s'organisent autour des entreprises et des gouvernements dans le but de favoriser les technologies et les politiques propres. L'objectif est d'élargir les marchés des technologies propres tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Wu Shangguo est la femme qui dirige cette équipe depuis près de 9 ans. La Chine a massivement participé, par le biais d'investissements colossaux, aux technologies d'énergie renouvelable, la fabrication d'équipements et d'infrastructures, à la réduction des coûts et raccourcir de manière significative la période qui précède la possibilité pour la Chine, mais aussi la communauté internationale, de développer les énergies propres. Elion Resources signifie une grande opportunité pour l'entreprise. Sa technologie d'atomisation de microcharbon a été saluée sur le marché. Comparée aux traditionnelles chaudières à charbon, elle permet de réduire la quantité de charbon de 30% tout en éliminant poussière, scories et fumée. Le prochain plan quinquennal de la Chine exige de la qualité plutôt que de la quantité. En remportant le combat de la qualité et de la satisfaction, l'image de l'entreprise peut être améliorée. Je pense que ces deux critères devraient être des mesures élémentaires du développement durable des entreprises. Et j'estime que les groupes privés joueront un rôle positif dans ce domaine. Wang Wenbiao affirme que la garantie écologique devrait être une priorité de la stratégie Une ceinture et une route. En tant qu'un des fondateurs du Fonds de la route verte de la soie, il est convaincu qu'il existe un marché vaste et dynamique pour les industries vertes. Et la Chine a promis de faire sa part pour un meilleur futur climatique. Le pays s'est engagé à réduire ses émissions de carbone de 60 à 65% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005 et à augmenter ses énergies renouvelables et nucléaires de 20%.
La Chine a annoncé un fonds de 3 milliards de dollars pour aider les pays en développement à aborder les défis posés par le changement climatique. Les experts internationaux ont salué ces actions. L'analyste en environnement pakistanais Kashif Hamid a déclaré que le Pakistan attachait beaucoup d'importance à la coopération sur le climat avec la Chine pour résoudre les questions sur le changement climatique. En même temps, j'aimerais mentionner le couloir économique Chine-Pakistan. La majorité des projets sont dans le secteur de l'énergie, donc nous nous attendons à des mécanismes liés à l'énergie propre, à des technologies efficientes dans l'énergie et à ce que des mesures soient prises dans ce secteur. Accueillons sans plus tarder Zhao Zhetin qui va nous présenter l'actualité chinoise. Bonjour Zhao Zhetin. Bonjour Jonathan. Merci de nous rejoindre. Alors même question que d'habitude, de quoi parle-t-on aujourd'hui en Chine? Nous ouvrons cette partie avec une question. La monnaie chinoise franchira-t-elle une nouvelle étape dans l'internationalisation? Alors la réponse sera connue lundi soir, heure de la côte est américaine. Le Fonds monétaire international décidera d'inclure ou non le renminbi dans son panier de droits de tirage spéciaux. Regardons ensemble les détails de cette décision. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international devrait décider d'inclure le yuan dans son panier DTS regroupant les monnaies les plus importantes de la planète. Si le FMI donne son feu vert, le renminbi chinois sera la première monnaie d'un pays émergent à prendre part au mécanisme. Les analystes indiquent qu'il est extrêmement rare que le conseil d'administration, qui représente les 188 États membres du FMI, s'oppose aux recommandations de ses experts. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a déclaré à la mi qu'elle soutenait la conclusion des experts selon laquelle le yuan présentait déjà les éléments d'une monnaie librement utilisable, soit l'obstacle le plus important pour être inclus dans le panier DTS. Les experts chinois sont également optimistes quant à l'issue de la réunion. La directrice du FMI, Christine Lagarde, et les experts de l'organisation sont tous unanimes sur le fait que le renminbi présentait tous les critères d'admission. Ainsi, je pense que le résultat du vote sera au-dessus des 90%. S'il n'y a pas de surprise et si les critères de sélection concernent uniquement le panier DTS, les chances d'admission sont très élevées. L'une des autres questions en suspens est le poids que le yuan pèsera dans le panier DTS. Selon la dernière répartition de 2010, la proportion de chaque monnaie dans le panier se répartissait ainsi. Le dollar comptait pour 41,9%, l'euro pour 37,4%, la livre sterling pour 11,3% et le yen pour 9,4%. Certains analystes prévoient que la proportion du yuan s'établira selon toute vraisemblance entre 10 et 16% lors de son introduction dans le panier DTS. Singapour est le second centre renminbi offshore par ordre d'importance. Il a connu une demande très importante pour des transactions directement en yuan depuis que la Chine est devenue son premier partenaire commercial. Cela a fait de ce pays un pionnier dans le processus d'internationalisation du yuan chinois. Le volume de règlement en yuan a augmenté rapidement à Singapour. Au cours de la première moitié de 2015, il a grimpé jusqu'à atteindre 570 milliards de yuan, soit 10% des transactions chinoises à l'étranger. Les deux pays ont fait de grandes avancées pour permettre cette dynamique. Les transactions directement en yuan ont débuté en octobre de l'année dernière. En dehors des règlements commerciaux, nous sommes autorisés à nous lancer dans divers services en yuan tels que le financement du commerce, les transactions de capitaux, ainsi que les obligations et les services bancaires aux particuliers. On a assisté à de nouveaux développements cette année, les banques chinoises ayant lancé de multiples centres régionaux de produits financiers à Singapour, dans ce qui fait partie de ce que les professionnels appellent la route électronique de la soie. Nous allons lancer un centre de rachat sur les marchés mondiaux de la Banque de Chine et un centre international de financement de l'énergie à Singapour. Nous allons au-delà des services financiers traditionnels et nous proposons aujourd'hui des produits et des services innovants qui sont créés sur mesure pour répondre aux besoins des clients. Pour la branche Singapour de la Banque de Chine, les actifs en yuan représentent un tiers du total. Et alors que le nombre de ceux qui prédisent la prochaine inscription du yuan dans le panier des DTS augmente, les experts affirment que cette dynamique ne pourra que s'accélérer. La Commission de régulation des marchés financiers de Chine déclare que les observateurs des valeurs mobilières chinois et britanniques étudient la faisabilité d'un programme pour lier les marchés boursiers de Shanghai et de Londres.
La Chine et le Royaume-Uni ont commencé l'étude de faisabilité pour lier les bourses de Shanghai et de Londres. Concernant la surveillance des autorités d'audit transfrontalier, le côté britannique a déclaré que le Conseil de l'information financière est actuellement responsable du travail. Les nombreuses entreprises de comptabilité chinoises ont commencé à réaliser des plans de coopération avec leurs homologues britanniques. La Chine est intéressée dans le modèle britannique de la surveillance des autorités d'audit transfrontalier et souhaite communiquer et coopérer davantage avec le Royaume-Uni. Le vice-président de la Commission de régulation des marchés financiers, Fang Xinghai, s'est entretenu avec le PDG de la Bourse de Londres, Nikhil Rathi, la semaine dernière. Ils ont discuté de la liaison des bourses et d'autres mesures de coopération financière. Similaire à la liaison des marchés boursiers Shanghai-Hong Kong, la liaison des bourses Shanghai-Londres permettra aux investisseurs britanniques d'échanger des actions avec les actions chinoises cotées à la bourse de Shanghai. La liaison des programmes des bourses fait partie des efforts du gouvernement chinois d'ouvrir son marché financier. Les deux pays s'étaient accordés à réaliser une étude de faisabilité du programme lorsque le président chinois Xi Jinping s'est rendu au Royaume-Uni en octobre dernier. Le taux de croissance de la Chine ralentit depuis les réformes structurelles. Le gouvernement chinois promet que l'économie se relancera grâce à l'amélioration de la sécurité sociale. Reportage dans la province du Guangdong dans le sud de la Chine, où deux hommes ont pris deux chemins différents pour réaliser leurs rêves. Le Guangdong est une province en perpétuel mouvement. De nombreuses entreprises manufacturières se sont implantées ici. Song Yi a commencé à travailler dans le secteur des affaires il y a 17 ans. Aujourd'hui, il est PDG et milliardaire. La solution au développement passe par les ressources humaines. Les entreprises qui réussissent valorisent la créativité et la conception. Lorsque les produits sont bons, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des ventes. Contrairement à la plupart des hommes d'affaires, Song Yi a créé sa fortune grâce au modèle de gestion qu'il appelle fission. Il s'agit d'un système compétitif qui permet aux employés de devenir patrons. Le siège social s'est rapidement élargi grâce aux nombreuses filiales. L'un des produits est le climatisateur chauffe-eau. C'est un produit de haute technologie écologique qui se vend à l'étranger. La demande nationale augmente également malgré le ralentissement de l'économie. Song Yi pense que la solution de survie se trouve dans l'innovation. Je suis content de ce que je fais en ce moment. C'est tout comme escalader une montagne. On profite du processus. Je me suis fait plein d'amis qui veulent discuter de l'avenir de l'économie et de ce que nous pouvons améliorer à l'avenir. La province du Guangdong est en mouvement perpétuel. L'agriculteur Zhang Lizhi est arrivé ici en 1998. Il s'est lancé dans la couture après avoir essayé plusieurs emplois. La Chine est bientôt devenue le plus grand producteur et exportateur de produits textiles du monde. Son succès considérable s'est fait grâce aux travailleurs migrants. C'est une meilleure économie qui m'a motivé. C'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent ici que d'où je viens. Il faut de l'argent pour nourrir une famille. Le ralentissement économique de la Chine continuera quelque temps et les problèmes se posent pour le secteur manufacturier. Zhang Lizhi est chanceux que son entreprise se porte bien pour l'instant. Il sait que de nombreux travailleurs migrants se sont retrouvés sans emploi et doivent rentrer chez eux, retourner à la pauvreté. Le gouvernement applique des mesures pour améliorer la vie des travailleurs et établir une justice sociale. Mais la question est, ces politiques peuvent-elles les atteindre ? J'aime beaucoup cette ville, mais c'est tout. Je ne sens aucun sentiment d'appartenance. Au fond de moi, je ne me sens pas comme à la maison où je suis en sécurité et au calme. Le temps passe, la prospérité est insaisissable. Zhang Lizhi souhaite ouvrir son propre atelier de couture, mais cela dépendra de la pente que prendra l'économie. La nouvelle normalité de la Chine n'est pas la même chose pour tout le monde. Song Yi pense que l'économie se relancera petit à petit. L'histoire de sa réussite peut être l'histoire de l'avenir de la Chine. Nous leur avons demandé quel était le rêve de leur vie. Mon rêve est encore sur le chemin.
être avec ma famille, avoir de l'argent et une maison chaleureuse. L'une des zones qui bénéficie de l'initiative Une ceinture, une route est la ville côtière de Quanzhou. Il s'agissait de l'un des ports les plus importants dans l'histoire de la route de la soie maritime. Pendant des centaines d'années, la ville portuaire a accueilli des navires et des marchands du monde entier. Mais sa tradition dans le domaine du transport maritime n'appartient pas seulement à son passé glorieux. Chen Fengcai, 68 ans, construit des bateaux depuis plus d'un demi-siècle. Il a hérité de ses ancêtres d'une technique particulière appelée étanchéité compartimentée. La technique permet de séparer la cabine en plusieurs compartiments. Si un navire subit des dommages, cette technique permet d'éviter que l'eau ne pénètre dans toute la cabine. Et donc, elle permet d'éviter qu'un navire ne coule. Il n'y aurait jamais eu de route de la soie maritime sans des navires résistants. Les flottes marchandes pouvaient naviguer vers les régions les plus reculées d'Afrique et d'Europe grâce à la technique de l'étanchéité compartimentée il y a déjà plus de 1000 ans. Quanzhou est située sur la côte sud-est de Chine. Il y a plus de 1000 ans, la ville était l'un des plus grands ports maritimes du pays, grâce au développement des techniques de navigation et de construction des navires. Elle est largement considérée comme le point de départ de la route de la soie maritime. Un nombre important d'explorateurs du Moyen-Âge, tels que Marco Polo, ont visité la ville et l'ont décrite alors comme l'un des plus grands ports maritimes du monde à l'époque. L'ancienne route de la soie maritime a été initiée par les échanges commerciaux. Elle a été rendue possible par le désir de se procurer les différentes épices en Orient et par la demande pour la soie et le thé en Occident. La route est aussi devenue un canal privilégié pour les échanges culturels et pour la communication entre les peuples du monde entier. La tradition du transport maritime s'est perpétuée jusqu'à nos jours, avec des navires venant du monde entier, accostant ici chaque jour. Des marchandises comme le marbre indien sont apportées pour les besoins des usines locales. Avec l'amélioration progressive de la qualité des biens manufacturés chinois, de plus en plus de produits à haute valeur ajoutée sont désormais exportés depuis ce port. Et la route de la soie maritime du XXIe siècle, faisant partie intégrante de l'initiative chinoise Une ceinture, une route, a créé les conditions favorables pour de nouvelles opportunités commerciales pour l'ensemble des entreprises locales. Nous avons une longue tradition d'exportation des biens manufacturés en Chine, mais notre technologie n'est pas encore complètement à la hauteur des défis modernes. Nous espérons exporter davantage de produits à haute valeur ajoutée et délaisser progressivement les biens produits par une main-d'œuvre peu qualifiée. L'initiative Une ceinture, une route nous aidera à étendre nos perspectives commerciales. Les projets de construction d'infrastructures, notamment des ports, des lignes de chemin de fer et des aéroports, devront renforcer les liaisons internationales de Quanzhou dans les prochaines années. La ville sera dès lors en mesure de perpétuer son glorieux héritage maritime au XXIe siècle. Et voilà, c'est tout pour cette partie. Et maintenant, retour au plateau. Jonathan, c'est à vous. Merci beaucoup, Georgette. Merci également à vous pour votre attention. Ce journal est à présent terminé. Bonne suite de programme à tous sur notre chaîne.